on va continuer sur l'interféromètre en utilisant donc une lame à face parallèle. Donc le problème c'est ça, donc on a notre lame dans un milieu ambiant, on a notre source, il va émettre un faisceau, donc disons d'amplitude E0. Ce faisceau il va être réfléchi en donnant le rayon R1 d'amplitude E1. La relation entre E1 et E0 est donnée par une coefficient de Fresnel, donc de réflexion en amplitude. Donc, en incidence normale, c'est écrit comme étant NI moins NJ. NI, c'est l'indice du milieu incident. NJ, c'est l'indice du milieu, donc, disons, émergent. Donc, le rapport, ce n'est autre que, dans ce cas de figure, moins 1. Pour le faisceau qui va être transmis, on remarque qu'il va subir en fait 2 transmissions. Et par conséquent, la relation entre le champ de ce faisceau T1 et l'amplitude de faisceau incident, on peut la calculer de la même manière en utilisant le coefficient de Fresnel donc pour la transmission en amplitude. Il s'écrit 2NI sur NI plus NJ, sachant que le faisceau il a subi donc 2 transmissions, T1, 2, T2, 1. Donc en fait, on introduit ce taux. Et par conséquent, le rapport n'est autre que le coefficient K. Mais on peut s'amuser à faire, c'est-à-dire à chercher ce qui se passe donc, pour les autres faisceaux. Par exemple, le faisceau R2, d'amplitude RE2. La relation entre E2 et E0, c'est de la même manière. Le faisceau il a subi une transmission, T1,2, une réflexion, puis une transmission. Ça veut dire que le rapport E2 sur E0, ce n'est autre que taux flamme. En faisant ça pour un ensemble de faisceaux, donc réfléchi et transmis, oui, en faisant le cas le plus simple d'une lame de verre d'indice 1,5, on a ce tableau où on remarque que les amplitudes des faisceaux R1 et R2 sont proches, et en plus ils sont très supérieurs à l'amplitude des faisceaux R3. Et par conséquent, on peut considérer qu'on est en présence d'interférences A2. On observe la même chose pour les faisceaux transmis. T1 et T2 ont des amplitudes très supérieures à T3. Donc on a des interférences à 2 ans. Et par conséquent, donc, on s'intéresse qu'au faisceau R1, R2 pour savoir ce qui se passe. Donc l'intensité, c'est maintenant que I1 plus I2 plus 2 racines des I1 et I2 cosinus phi. Donc il faut calculer le déphasage. Ici, le déphasage, on remarque donc entre R1 et R2, il est dû au fait que le faisceau R1, la lumière va parcourir la distance qui est h dans le milieu 1, alors que pour le faisceau R2, la lumière va parcourir la distance IGK, mais dans le milieu d'indice n, c'est-à-dire dans la lame. Autre chose importante pour faire les choses correctement, c'est que lorsqu'on a une réflexion d'un milieu moins réfringent, c'est-à-dire le milieu incident moins réfringent que l'autre milieu, il faut faire attention, c'est-à-dire il faut ajouter un déphasage de pi, c'est-à-dire une différence de marge de l'ondation. Si on ne fait pas ça, là on doit chercher donc des interférences, ça des franges brillantes, en fait on aura des franges. Donc le calcul de l'ajout de ce déphasage, il se fait dans le cours d'électromagnétisme. Donc en fait on extrait. Donc en faisant attention à ça, donc la différence de marge n'est autre que la différence de marge géométrique qu'on va tout de suite calculer, plus le lambda sur 2 qui est dû justement, je vous ai dit, à la réflexion, à cette réflexion. Donc la différence de marge n'est autre que IGK fois N, donc puisque je suis dans le milieu d'indice N, moins IH. NIJ plus JK, ce n'est autre que de NIJ, puisque c'est symétrique. Et vous remarquez que IJ, ce n'est autre que cette épaisseur-là de la lame sur le cosinus R. Le R, je le retrouve ici. On calcule aussi IH. IH n'est autre que IK fois sinus I, donc cette incidence-là, normalement, on la retrouve ici.
En appliquant la relation de Snell Descartes au point I, on remplace sinus I par n sinus R. Donc on aboutit à cette écriture, sachant que I4 n'est autre que 2 fois donc, cette distance, et cette distance n'est autre que E fois tangente R. Par conséquent, la différence de marche, donc, on peut enfin donc l'écrire sous cette forme, ce n'est autre que 2NE cosinus R plus lambda sur E. Donc la différence de marche dépend des caractéristiques en fait de la lance. Il y a l'épaisseur, il y a l'indice N, et bien sûr, elle va dépendre de l'incidence, puisque j'ai un cosinus R ici. Donc ça, c'est le déphasage géométrique, mais auquel il faut ajouter donc, le déphasage dû à la réflexion du faisceau R. Pour obtenir les figures d'interférence, on s'intéresse par exemple aux franges bruyantes. Les franges bruyantes, on les retrouve lorsque la différence de marche, ou bien lorsque le déphasage est multiple de 2π. Ce qui nous permet donc de déterminer cosinus R. Et on remarque qu'il y a différentes valeurs de M qui donnent en fait des franges bruyantes. Et par conséquent, la figure d'interférence qu'on obtient, c'est une figure d'interférence c'est-à-dire ce sont des anneaux qu'on qualifie d'égal inclinés. Ça veut dire que chaque incidence va donner sa propre frange d'interférence. On peut calculer donc les rayons des anneaux. On a l'ordre d'interférence, s'écrit de cette manière. Lorsque R égale 0, ça veut dire l'incidence I est normale, on trouve le P0, mais on remarque cette fois que l'ordre au centre est maximal, contrairement à ce que nous avons trouvé pour les fondions, où la frange centrale est d'ordre 0. On peut aussi calculer les rayons angulaires des différents anneaux, sachant qu'on travaille avec des incidences faibles, ça veut dire qu'on peut linéariser le cosinus R, en remplaçant dans l'expression de l'ordre, et en linéarisant aussi la relation de Snell-Descartes, ça veut dire que sinus I égale à N sinus R, s'écrit N égale à I égale à NR. En faisant ça, je peux trouver en fait le rayon angulaire de l'anneau, du émien anneau, qui est fonction bien sûr de l'indice de la lame de verre, de son épaisseur, de la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise, et bien sûr de la différence des ordres d'interférence des anneaux qu'on utilise. Bien sûr, ces deux faisceaux, normalement, ils vont se rencontrer à l'infini, donc ils vont donner l'image d'interférence à l'infini. Et pour reproduire l'image à une position finie, ce qu'on fait, comme d'habitude, c'est qu'on installe une lentille mince convergente. Il y a un écran exactement au foyer image de cette lentille. Et par conséquent, ces deux faisceaux vont converger donc, au foyer image secondaire. Donc on obtient en traçant disons l'axe qui est parallèle à ce faisceau et qui passe par le centre de la lentille et qu'on sait qu'il n'est pas libre. Ça veut dire que si on garde la même incidence, on remarque que donc tous les faisceaux vont converger vers le même point. Ceci me permet donc en fait, dans ce cas de figure, de travailler avec des sources qui sont étendues. Bien sûr, si on change d'incidence, on va obtenir des points M différents, c'est-à-dire les autres franges d'interférence, c'est-à-dire les autres anneaux. On peut aussi calculer donc les rayons des anneaux sur l'écran. Donc si on calcule tangente I, l'incidence, donc cette incidence qu'on la retrouve ici, tangente I, c'est notre que xm sur en fait la distance focale, puisque les angles avec lesquels on travaille sont très faibles, donc disons que IM c'est notre que x sur la distance focale, et en faisant ça, on calcule donc les rayons des anneaux. En exploitant donc en fait l'expression des liens que nous avons établis
tout à l'heure. Si maintenant on s'intéresse au faisceau transmis, donc on est dans ce cas de figure, et on remarque jusqu'au point J, les deux faisceaux T1 et T2, donc ils sont pareils, donc ils sont les mêmes. Et par conséquent, si on veut calculer la différence de masse, ça va être donc, de la même manière JKL moins GH. Donc on ne va pas refaire le calcul, c'est la même chose que ce que nous avons fait pour les faisceaux R1 et R2. Il faut juste faire la remarque que cette fois on n'a pas de réflexion d'un milieu incident à émergent. Par conséquent, il ne faut pas ajouter le lambda sur eux. Donc la différence de masse n'est autre que le 2NE cosinus R, et par conséquent le déphasage 4PNE cosinus R sur lambda. Comme application, on va voir l'exemple de l'anti-reflet. C'est un exemple qu'on va traiter en télé, c'est l'exercice numéro 6. Donc on a notre lame de verre. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une couche anti-reflet pour que, au final, les faisceaux R1 et R2 interfèrent de manière destructive. Ça veut dire je ne veux plus les revoir à ce niveau. Et par conséquent, d'après l'expression de l'intensité, il faut se mettre dans la condition où ce cosinus phi est minimal, ça veut dire égal à moins 1. Lorsqu'on fait ça, on trouve une condition sur les épaisseurs E qui permettent en fait d'avoir des interférences destructives pour les rayons R1 et R2. Or, ce n'est pas suffisant pour choisir en fait notre couche d'anti-reflet. Il faut que le contraste soit parfait, ça veut dire qu'il faut que I minimal soit pratiquement égal à 0. Et par conséquent, on a une autre relation. C'est qu'il faut prendre les conditions de réflexion ici, en amplitude ici et ici, ils doivent être égaux. Et en utilisant cette condition, on trouve aussi une condition sur l'indice n de la couche anti-reflet. Il faut que cette couche ait un indice qui est exactement la racine carrée de l'indice de la lame de verre que nous utilisons. Donc en ayant ces deux conditions, on est sûr d'éliminer R1 et R2 par interférence. On a ici deux images, et on remarque que indéniablement, donc il y a un confort lorsqu'il y a une couche anti-reflet. Donc il n'y a pas de lumière parasite. Maintenant, on va prendre donc l'autre exemple. Donc, pour la lame de verre, on a associé deux dioptres parallèles. Maintenant, on va associer les dioptres, mais cette fois qu'il faut un angle alpha entre eux. On construit ce qu'on appelle donc une lame prismatique. Donc, en envoyant de la lumière sur cette lame, les rayons réfléchis peuvent interférer de cette manière, ou bien si on utilise cette incidence de cette manière. Et on remarque qu'on obtient des surfaces de localisation des franges qui sont donc localisées près de ces deux surfaces. Donc là, on a des franges virtuelles et ici, on a des franges réelles. Pas oublier l'angle alpha, il doit être très très petit pour qu'on puisse observer les franges d'interférence. Donc pour le calcul de la différence de match, on a notre lame prismatique. Donc je vais introduire cette variable x. Je prends ce cas de figure, donc cette incidence I, le premier faisceau réfléchi, donc le faisceau réfracté, il va retrouver donc ce deuxième dioptre qui est incliné, et par conséquent, en traçant la normale, on sait dans quelle direction il va être réfléchi le faisceau, et on retrouve donc un faisceau R1, donc R1 et R2, cette fois, ils divergent. Pour quelqu'un qui va mettre son œil ici, on aura l'impression de on aura l'impression que ce faisceau R2 provient de S2 et le faisceau R1 provient de S1. Sachant que la ligne de frange localisée est là, ça veut dire qu'on a S1 et S2, pratiquement ils sont dans un axe qui est parallèle à ce plan-là, et par conséquent, ce qu'on risque d'observer comme interférence,
c'est des franges rectilignes parallèles et équidistantes. C'est ce qu'on va retrouver là. Donc si on revient à la différence de marche, de la même manière, la différence de marche, ça va être IJK moins IH. IJK, ce n'est autre que donc, cette distance, donc c'est N EX c'est cosinus R, plus N EX, EX c'est cette épaisseur. Mais cette fois, vous avez remarqué que l'angle fait R plus 2 alpha, c'est EX c'est cosinus R plus 2 alpha. En appliquant la relation de Snell-Descartes ici au point I, en calculant LIH, c'est-à-dire du chemin optique IH, on trouve qu'il est égal à EX tangente R, donc c'est cette distance-là, plus EX tangente R, tangente R plus 2 alpha, sachant que fois sinus I, c'est-à-dire l'angle d'incidence qu'on a ici, lorsqu'on calcule IH, et on applique, comme je vous ai dit, la relation de Snell-Descartes, on remplace sinus I par N sinus R. On combine aussi les relations, on trouve facilement que la différence de marche, ce n'est autre que 2 EX cosinus R. E, c'est là. EX, c'est l'épaisseur à cette position X donnée. Et par conséquent, la figure d'interférence qu'on obtient, ce sont des franges appelées franges d'égale épaisseur. Donc, chaque épaisseur va donner une frange déterminée. Donc on peut calculer les franges brillantes et les franges sombres, donc il suffit de remplacer. L'essentiel, c'est que l'interfrange ne dépend pas des X, par conséquent, ce qu'on obtient, ce sont des franges rectilignes, parallèles et équidistantes. On passe maintenant à l'interféromètre de Michelson, donc il est constitué par deux miroirs, donc a priori perpendiculaires l'une à l'autre. On envoie notre lumière. J'ai exagéré un petit peu les ondes juste pour que vous puissiez voir que dans cette configuration, le faisceau 1 il a parcouru la lame une seule fois, alors que le faisceau 2 il a parcouru la lame une fois, deux fois, trois fois. Donc il y a une différence supplémentaire, une différence de masse supplémentaire qu'on va éliminer justement en ajoutant la lame compensatrice. Et par conséquent, dans ce cas de figure, chaque faisceau il a parcouru l'épaisseur de la lame trois fois. Et par conséquent, la différence de marche qu'on va observer sur l'écran, il est due uniquement aux positions relatives des deux miroirs. Pour les Michelson, on a deux cas de configuration, soit on le monte en lame d'air, soit en point d'air. Donc je vais commencer par la lame de verre. Donc j'ai ma source, j'ai ma lame compensatrice et ma lame séparatrice qu'on regroupe sous cette représentation. Donc j'envoie mon faisceau avec une incidence I. À la sortie, donc après réflexion sur le demi-miroir, j'ai deux faisceaux qui sont parallèles. Et tout se passe comme si, en fait, on a une lame d'air ici. C'est-à-dire la lame d'air est constituée par le miroir M2 et par l'image du miroir M1 par cette lame séparatrice. Donc bien sûr, l'écart ici, on le retrouve ici, c'est l'épaisseur de la lame. Et par conséquent, puisqu'on a une lame de verre, une lame d'air, la différence de marche n'est autre que 2E cosinus, donc R, ici on n'a pas de R puisqu'il n'y a que I, donc il n'y a pas de réfraction, donc c'est 2E cosinus. Ce qu'on va observer en fait c'est des anneaux, c'est comme pour les lames de verre. Pour observer les anneaux, donc on installe toujours la lentille et l'écran, et cette incidence I en fait va me donner ce point-là. L'autre incidence de l'autre côté, sachant qu'on a une révolution autour de ce axe, me permet en fait d'avoir les autres points et par conséquent de tenir l'anneau en question. Donc c'est ce qu'on observe avec l'interféromètre de Michelson monté en lame d'air. Donc ce sont des anneaux, bien sûr, leur configuration change en fonction de la position du miroir. Il y a des déphasages entre les deux, c'est-à-dire de l'épaisseur de la lame.
Je vous ai dit qu'on peut monter aussi l'interféromètre en coin d'air. Donc pour le monter en coin d'air, il suffit de changer l'angle, par exemple, du miroir M1 d'un angle alpha qui est très faible. Et dans cette configuration, c'est-à-dire l'image de M1, donc il est aussi incliné, donc il fait un angle cette fois alpha avec le miroir M2, et par conséquent, c'est comme si on a ici un coin d'air. Et on sait que le coin d'air, il nous donne des franges rectilignes parallèles et équidistantes. De la même manière, donc, on ne va pas refaire le calcul, mais on utilise le résultat que nous avons obtenu pour la lampe prismatique, sachant que cette fois l'indice n égale 1, donc la différence de masse qui montre que 2e cosinus i, c'est l'angle qu'on a ici. Donc, dans ce cas de figure, donc, du montage de l'interféromètre de Michelson en coin d'air, donc en fait on obtient des franges de la même manière donc, que la lampe prismatique, c'est-à-dire des franges d'égale épaisseur. Bien sûr, l'interfrange va dépendre donc, en fait, de l'inclinaison du miroir M1. Je m'arrête là pour aujourd'hui.